Gilles, en même temps, la difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas une mesure qui pouvait satisfaire tout le monde, tellement les revendications sont différentes. Bien entendu, en fait, le problème, c'est que si vous regardez le discours du Premier ministre au départ, ça s'annonçait plutôt bien. Les gens écoutaient ça, on voyait, il a eu des mots forts. Il a dit on va renverser la table. Il a dit l'agriculture, ce sera avant tout de l'agriculture. Donc il a expliqué qu'il voulait venir avec des promesses d'amour et il a défini des grandes lignes sur la production. Il a remis en avant la notion de production, de souveraineté alimentaire, etc. Donc des choses qui plaisent aux agriculteurs. Donc là-dessus, c'était très très bien. Et ensuite sont venues les promesses. Et là, on a l'impression d'un énorme gap entre, d'un côté, ce qu'il annonçait, on va ouvrir un nouveau livre, un nouveau chapitre. Et finalement, les mesures, c'était pas vraiment un nouveau chapitre. Bon, certes, il y a des simplifications. Les mesures sont plutôt bonnes dans leur ensemble, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce que ce mouvement représente. Et je pense que c'est ça qui est important. Pourtant, je pense qu'il a bien compris la nature même de ce mouvement. La nature même de ce mouvement, c'est que le monde agricole souhaite, pour prendre une image, que le gouvernement fasse avec l'agriculture finalement ce qu'il a fait avec l'énergie nucléaire. Oui, mais ça prend du temps. Non, il y a quelques mesures symboliques qu'il aurait pu prendre, quelques signaux qu'il aurait pu mettre en avant, qui auraient pu montrer, si vous voulez, ce changement total de logiciel, exactement comme il l'a dit. Et il l'a fait. Macron l'a fait avec le nucléaire. On devait se sortir du nucléaire. Maintenant, on construit des centrales. Eh ben, en fait, le monde agricole voudrait avoir des mesures similaires. Il y a trois. Moi, je pense que si M. Attal veut que cette manifestation, que ce blocage n'a pas lieu à Paris. Par exemple, demain, puisqu'il va sur le terrain, voilà, vous lui conseillez quoi? 3 mesures simples. La première, c'est qu'il annonce clairement que la France refuse la politique de l'Union européenne sur le Green Deal. Ce Green Deal, ça, si vous voulez, c'est finalement une politique agricole décroissante. Et les agriculteurs ne veulent pas de cette politique décroissante. Première, donc c'est une annonce qu'ils devraient faire en disant voilà, nous, la France, on prend l'engagement, et il y a d'autres pays qui pourraient le faire également, en disant stop au Green Deal. Première mesure. Deuxième mesure, on parle de souveraineté alimentaire. Très bien, mais de quoi parle-t-on exactement? Il faudrait qu'ils mettent des objectifs en disant voilà, nous, on voudrait fixer des objectifs quantitatifs filière par filière. On vous demande de produire, voilà combien on voudrait que vous puissiez produire. Et on va tout mettre en œuvre pour produire ces quantités. Par exemple, je vous prends un exemple très simple. Alors peut-être le troisième point pour faire circuler la parole et faire réagir. Le troisième point, c'est tout simple. C'est un moratoire sur toutes les mesures environnementales, les normes, etc. Et une fois que ce moratoire sera mis en place, on revoit toutes les normes qui ont été déjà mises en place pour pouvoir voir lesquelles on garde et lesquelles on ne garde pas. Patrick Legras, est-ce que c'est ça? Une en particulier, c'est sur Ecophyto. Un stop à Ecophyto, parce que Ecophyto, c'est vraiment ce qui empêche les agriculteurs de produire. Est-ce que, Gilles, dans l'histoire de la colère paysanne, de la colère agricole, on a déjà vu des paysans aller à Paris et vouloir bloquer la capitale comme ça? Oui, mais pas à ce point-là. Là, c'est vraiment il y a quelque chose d'exceptionnel là dans ce qui se passe? Parce que la crise agricole est vraiment profonde. C'est pas simplement le fait de mettre en place Egalim 24 pour que ça fonctionne mieux. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, je dis pas. Vous avez dit ça, mais voilà, c'est pas simplement une question de prix. Bien sûr, c'est une question de revenus, ça c'est évident. Mais il n'y a pas que ça. Il y a comme ça a été dit, il y a une crise morale derrière ça. Les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils perçoivent? Ils perçoivent qu'il y a une inversion de priorité. Pendant très longtemps, le mandat, c'était de produire. Mais le mandat, c'était de produire pas uniquement agricole. Le mandat, c'était de produire pour l'industrie, pour un peu tout le monde. Et là, ce que sentent les agriculteurs, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas la production agricole qui est mise en avant, qui est au-dessus de l'agenda, c'est l'environnement, c'est sauver le climat, c'est sauver la biodiversité. Et que finalement, l'acte de production doit se soumettre aux injonctions de l'environnement. Ça ne veut pas dire que les agriculteurs sont contre l'environnement. Ils ont l'impression qu'il y a une inversion de priorité. D'abord, faites attention aux abeilles et ensuite, s'il vous plaît, si vous pouvez, produisez quelque chose. Et avec ça, il y a toute une série, parce que ça se traduit dans des actes très simples, enfin dans des mesures très simples, des interdictions, de plein de choses. Et je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez vers quoi ça implique. C'est que la filière des endives, par exemple, eh ben, la filière des endives, aujourd'hui, on produit 2 fois moins d'endives qu'il y a 20 ans. Alors que le marché existe, que les consommateurs sont là, et qu'on pourrait produire plus,
mais on n'y arrive pas. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce que pour un agriculteur, on ne leur donne plus les moyens techniques, si vous voulez, de faire en sorte qu'ils puissent produire correctement ces endives. Résultat des courses, ceux qui arrivent le font, les autres disent c'est trop compliqué, on arrête, et donc on importe de plus en plus d'endives de Belgique et des Pays-Bas dans lesquels les normes ne sont pas les mêmes. Là, il y a des vraies surtranspositions de normes. Ça ne vient pas du Brésil, ça ne vient pas d'Inde, ça ne vient pas de pays moins disants, ça vient de pays de l'Union européenne. Donc on a un vrai problème de normes, et c'est ça que les agriculteurs disent. On ne peut plus survivre si on nous impose toutes ces normes, et donc si l'environnement devient primordial face à la production. Ce qu'ils veulent, c'est un message clair sur la production. C'était dans le discours, dans les 5 premières minutes du discours de Attal, ce n'est pas dans la conclusion. Gilles, un mot pour répondre à une question de téléspectateur. C'est Adrien qui vous demande, sans approvisionnement, combien de temps Paris peut-elle survivre? Bonne question. Déjà, pour les restaurateurs, ça va aller très vite, parce que je ne pense pas qu'on fasse beaucoup de stock dans les restaurants. À Rungis, il n'y a pas non plus beaucoup de stock. Donc, dès mercredi, ça va vraiment se faire sentir. Et si ça durait un tout petit peu plus longtemps, alors là, ça deviendra vraiment... Mais je pense que le gouvernement ne peut pas se permettre ni la confrontation, ni que ça dure trop longtemps. Il faut impérativement qu'il y ait des mesures qui soient prises rapidement. Et en plus de ça, on l'a discuté tout à l'heure, elles ne sont pas trop compliquées en réalité, on peut le faire. Donc franchement, il faut simplement y aller. Alors, on va préciser, parce que je pense que les gens qui nous regardent, tout le monde ne connaît pas et ne sait pas exactement ce que c'est la surtransposition. Il faut expliquer les règles européennes, les règles françaises. C'est très simple. Il y a des directives européennes qui concernent toute l'Europe, et ensuite ces directives, elles doivent être déclinées dans chaque pays. Et la France, systématiquement, on fait plus blanc que blanc. Voire même, on invente des choses qui n'existent pas ailleurs. Et ensuite, on impose ça d'abord à nos agriculteurs. Et une fois qu'on a imposé ça à nos agriculteurs, on va taper à Bruxelles pour dire maintenant, il faudrait que vous autres, vous fassiez la même chose. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que la France ne dirige pas l'Union européenne. Vous voyez, la France dirige la France. Donc c'est toute cette méthode-là. Là où il y a un problème, et ce n'est pas le problème de M. Attal, le problème c'est... Le président de la République a fait de la surtransposition une promesse en disant il n'y aura plus de surtransposition. Il a déjà, je pense, 5 ans de ça. Et depuis, ça continue. Donc vous comprenez que, comme disait Attal, les preuves d'amour, on voudrait bien les avoir, quoi. Et le monde agricole, la preuve d'amour qu'elle aurait, effectivement, c'est si demain matin, il y avait une déclaration claire de la part de M. Attal en disant voilà, les surtranspositions, c'est terminé, mais on va même aller au-delà. Nous allons voir tout ce qui a été surtransposé et nous allons éliminer tout ce qui a été surtransposé. Je vous prends un exemple qui est pas très populaire, mais qu'il faudrait faire, par exemple, le fameux dossier du glyphosate. Savez-vous que maintenant qu'il est autorisé à l'échelle européenne, les conditions d'usage du glyphosate en France sont beaucoup plus strictes que dans tous les autres pays européens. Tous les autres pays européens. C'est-à-dire, certes, on a laissé les agriculteurs français utiliser du glyphosate, mais dans des conditions différentes de celles des autres pays européens. Comment voulez-vous qu'un agriculteur français puisse comprendre ça? Donc une mesure qui ferait rentrer tout le monde à la maison, c'est si demain matin, ils annonçaient que, par exemple, voilà, on prend le glyphosate, on va faire la loi européenne et rien que la loi européenne. Et je vous assure, demandez à mon ami s'il ne rentre pas demain s'il a une mesure comme ça. Ce qu'il faut surtout, c'est que Gabriel Attal ne tombe pas dans le piège de penser que simplement des mesures sectorielles suffiraient à. Il faut qu'il prenne dès demain des mesures globales. 3 mesures globales, celles que j'ai dit au début. On dit niet au Green Deal, on dit moratoire sur toutes les normes, on fixe des objectifs de production filière par filière et ensuite on s'organise. C'est ça qu'il faut. S'il va dans chaque exploitation pour faire quelques mesures structurelles, parce qu'un conseiller lui aura dit dis ça, fais ça, etc., ça va pas marcher. Il faut qu'ils comprennent que là, on a un problème global et il faut une solution globale qui est prise par le haut et pas par le bas. Et à ce moment-là, le mouvement s'arrêtera. Il n'y aura plus de problème ni à Rungis, ni sur les autoroutes. Un mot, Gilles, sur ces chiffres qu'on vient voir et sur cette proportion de produits qui ne viennent pas de France et qui, par ailleurs, des fois, ne répondent pas aux normes environnementales et sanitaires françaises. Bien entendu, mais c'est une des raisons pour laquelle ils sont compétitifs.
C'est justement parce qu'à force de mettre un certain nombre de normes et des normes et des normes, finalement pour l'agriculteur, ça devient de plus en plus cher à faire. Alors on lui a dit, écoutez, c'est pas grave, faites du haut de gamme, ça va bien se vendre. Oui, sauf que ça marche pas non plus. Donc en fait, effectivement, c'est là où la question des normes est véritablement essentielle. C'est ce que je vous disais au départ. Est-ce que le principal objet pour l'agriculture, c'est de produire ou c'est de respecter l'environnement ? Quelle est sa mission? Si sa mission c'est de produire, donnons-lui les moyens de produire. Et c'est ce que l'agriculteur demande. C'est bien entendu, il y a les questions de charges, de salaire, etc. Mais je prends un exemple, par exemple, le porc bio. Vous savez d'où vient le porc bio en France? Dites-nous. Du Danemark. C'est pas vraiment un pays où les charges sociales sont faibles, c'est pas un pays du tiers-monde, et c'est un pays respectueux de l'environnement. Et pourtant, le porc danois est plus compétitif que le porc français.